Bienvenue à la série des visites virtuelles du MoCo avec des points de vue autour des expositions. Aujourd'hui, Caroline Fayolle, docteure en histoire, nous présente de Bobo à Lilith, le mythe revisité par l'art féministe en lien avec les expositions de Betty Tompkins et Marilyn Minter. Revisitant des matériaux issus de la pornographie, Betty Tompkins soumet au regard des spectatrices et des spectateurs des vulves en gros plan. Cette exhibition de la vulve rappelle un très ancien mythe grec, celui de Bobo. Rappelons brièvement ce mythe. Déméter, déesse grecque des moissons, de l'agriculture, de la fécondité, est en deuil, car Hadès, le dieu des enfers, a enlevé sa fille Perséphone pour en faire son épouse. Elle est inconsolable, jusqu'à sa rencontre avec Bobo, qui serait son hôtesse ou sa servante selon les deux versions principales du mythe. Bobo tente de la consoler. Elle soulève son vêtement et montre à Déméter sa vulve. La déesse se met alors à rire, et elle retrouve la joie de vivre. L'ethnologue et psychanalyste Georges Devereux, fondateur de l'ethnopsychiatrie, a été fasciné par ce mythe. Il est l'auteur de Bobo, la vulve mythique, paru en 1983. Devereux estime que les grands mythes sont des révélateurs de notre inconscient. Que révèle pour lui celui de Bobo ? Bobo, en montrant sa vulve à Déméter, viendrait notamment lui rappeler qu'elle porte en elle, dans son corps, la capacité à faire un autre enfant, à recréer un printemps, à régénérer le monde. En montrant sa vulve, elle rappelle le pouvoir créateur du corps des femmes, que même Déméter, déesse de la fécondité, a un temps oublié. La vulve a longtemps été l'objet d'un culte. Devereux a répertorié de nombreuses représentations du sexe féminin depuis la préhistoire. Statuettes en terre cuite, fentes dessinées sur la roche. Il en trouva dans différentes régions du monde, chez les Grecs, au Japon, chez les Moïs du Vietnam, et même sur les cathédrales d'Occident. Mais ce mythe a été largement oublié. La sacralisation de la vulve a été refoulée par notre civilisation phallocentrique. La vulve devient même un tabou. Le sexe féminin est au mieux sale, comme le montre la souillure des règles, au pire invisible. Le sexe féminin n'existe pas. Il est irreprésentable dans l'histoire de l'art. Même l'origine du monde de Courbet, qui a tant fait scandale, ne montre finalement que peu de choses du sexe féminin. On l'entreaperçoit seulement. Il faut attendre la deuxième vague du féminisme, celui des années 1970, pour que des militantes féministes emparent véritablement de cette question. Elles décèlent un enjeu émancipateur dans l'exhibition de la vulve, qui doit être révélée dans l'espace public. Enjeu émancipateur car les filles elles-mêmes sont éduquées à ne pas regarder leur anatomie, à ne même pas connaître l'existence de leur sexe, de leur clitoris, des grandes et des petites lèvres, de leur vagin. Elles ne doivent ni le voir, ni le toucher. Jusqu'à très récemment, les manuels d'anatomie eux-mêmes masquent la vérité du sexe féminin. Les féministes des années 70 organisaient des ateliers où les femmes regardaient à l'aide d'un spéculum leur sexe pour mieux se le réapproprier. Betty Tompkins, en représentant la vulve en gros plan, vient participer à ce mouvement féministe émancipateur. Elle met en scène la transgression du tabou et dévoile ce que la morale patriarcale, religieuse, bourgeoise, veut soigneusement cacher. Le pouvoir sexuel des femmes. On peut rapprocher ce geste artistique d'une pratique militante féministe actuelle, visant à reproduire avec des pochoirs des images de vulves dans la rue, sur les murs et les trottoirs. La dissimulation de la vulve vient aussi plus largement signifier le tabou de la présence réelle des femmes dans l'espace public, dans les lieux de pouvoir et dans l'art. Hélène Cixous publie en 1975 « Le rire de la méduse », pour exhorter les femmes à écrire, à faire exploser le cadre de l'écriture phallocentrique et à révolutionner le langage. Ici, c'est une autre figure mythique, la Méduse, celle dont les yeux ont le pouvoir de pétrifier tout mortel qui croise son regard, qui vient incarner le pouvoir féminin. Pouvoir féminin qui s'assume, qui se redécouvre par le rire. Betty Tompkins nous invite ainsi à regarder en face la vulve en riant. Non pas avec le rire de la raillerie ou le rire de la gêne, mais avec un rire libérateur, le rire de la déesse. Marilyn Minter s'est emparée elle aussi d'un mythe, celui de Lilith. Issue de la tradition biblique, la figure de Lilith est vue parfois comme un démon,
exact contraire de Bobo puisque ce démon est censé être un danger pour les femmes enceintes. Elle est aussi vue comme la première femme d'Adam, figure de femme rebelle, qui aurait refusé de se soumettre à l'homme. Ce qui aurait ensuite conduit à la création d'Ève, la femme créée à partir de la côte d'Adam, et donc inférieure à lui. Le tableau de Minter intitulé Lilith représente une femme à la longue chevelure rousse, qui fait écho à d'autres représentations classiques de l'histoire de l'art de Lilith. La femme rousse incarne dans l'histoire une figure de la féminité déviante, femme rebelle, insoumise. Elle exprime aussi une flamboyance. Ses cheveux incandescents, associés à la puissance sexuelle féminine, sont perçus par la société patriarcale comme une menace. La figure de Lilith a été largement réappropriée par le mouvement féministe des années 1970. En France, des militantes du groupe Choisir la cause des femmes, mouvement de lutte pour la dépénalisation de l'avortement lancé par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, en ont fait un symbole de leur lutte. Ce n'est sans doute pas donc un hasard si Marilyn Minter, qui a milité et milite toujours pour défendre le droit de l'avortement, travaille le mythe de Lilith. Plus généralement, Lilith est associée dans les mouvements féministes à la figure de la sorcière, qui a également beaucoup inspiré les militantes des années 70 et celles d'aujourd'hui. Pensons par exemple à ces militantes qui se rassemblaient pour jeter des sorts à Donald Trump au temps de sa présidence. Comme le souligne Mona Chollet, autrice de l'ouvrage à succès « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », paru en 2018, la figure de la sorcière vient révéler la stigmatisation des femmes qui incarneraient une féminité jugée dévalorisante ou déviante, comme la femme indépendante, la femme sans enfant ou la femme âgée. La figure de la sorcière est aussi une source d'inspiration pour lever toutes ensemble la malédiction du patriarcat.